Radio Notre-Dame. La vie prend un sens. Merci de votre fidélité à Radio Notre-Dame. Prochain point sur l'actualité à 8h avec le Flash Info et à 8h30 avec l'actualité internationale dans le journal de Radio Vatican. À 7h35, comme tous les matins, vous avez rendez-vous avec le grand témoin et Louis Dauphren. Le grand témoin, Louis Dauphren. Les titres et les photos à la une de la presse ce matin rappellent évidemment l'attentat du 14 juillet et les 86 morts de Nice. Cette fois, l'horreur a frappé à Berlin où un camion a foncé dans la foule d'un marché de Noël. C'est la terreur à Berlin pour le Parisien aujourd'hui en France. Pour le Figaro, c'est l'horreur au cœur de Berlin. Tous les titres sont à l'avenant ce matin avec un marché de Noël qui est le symbole à la fois des traditions chrétiennes, des festivités populaires et c'est la cible de longue date des terroristes islamistes. On savait que c'était ce genre de lieu qui pouvait naturellement être visé. Pendant ce temps, quelques heures avant les événements de Berlin, l'ambassadeur de Russie en Turquie était assassiné à Ankara par un policier turc dans un secteur qui est normalement hyper surveillé, pour venger le drame de la ville syrienne d'Alep en passe d'être entièrement reprise par le régime syrien soutenu par Moscou. Ça fait beaucoup évidemment en quelques heures. Nul n'est à l'abri, ni un ambassadeur russe censé être ultra protégé, ni les innocents qui profitaient d'un moment de bonheur en famille au marché de Noël à Berlin. C'est ce que nous dit par exemple le quotidien l'éditorialiste d'un quotidien de l'Est de la France. Alors ce matin, on va porter notre regard sur ce qui se passe en Orient, évidemment en regardant aussi les implications pour nous. Peuple persécuté d'Orient, carnet de voyage de Palmyre au Champ des Merles, c'est Catherine Cooper et Pierre-Alexandre Bouclet. Pierre-Alexandre Bouclet qui est journaliste, grand reporter à Valeurs Actuelles, qui est avec nous ce matin. Bonjour Pierre-Alexandre Bouclet. Bonjour Louis Dauphren. Le 13 novembre, évidemment, ça vous rappelle quelque chose. Mais oui, malheureusement, oui. Vous étiez en Syrie. J'étais à Damas et j'étais en train de terminer un reportage qui allait se conclure par une rencontre avec le président syrien Bachar el-Assad. Et le soir, donc effectivement, on était en train de dîner avec une délégation française. Et il y avait une ambiance plutôt sympathique, plutôt joyeuse même. Et d'un seul coup, tous les téléphones des Français ont commencé à sonner. Ça a été un drôle de sentiment. Et on nous annonçait donc les attentats, voilà. Et voilà. Et donc c'était quand même assez tragique. Et hier, c'est vrai que cette fois je suis à Paris, mais j'ai eu le même sentiment, c'est-à-dire la même sensation d'impuissance absolue. C'est-à-dire on passe une soirée avec des gens qu'on aime et on rentre ou sur son téléphone d'un seul coup toutes les alertes qui nous signalent que d'autres gens sont en train de mourir à cause de la folie de terroristes islamiques. 13 novembre, le Bataclan, 14 juillet, le camion fou. Et là, de nouveau, un camion fou qui frappe. Encore, oui. Ça devient une habitude. Hélas, oui. Il va falloir, je crois, s'habituer à vivre avec. Je pense qu'il faut accepter en France et en Europe peut-être que la parenthèse enchantée de paix qui avait succédé à la Seconde Guerre mondiale est en train de se refermer et que nous devons réapprendre à vivre avec la menace, avec la violence. La violence doit réinvestir le champ des possibles. Et nous avons vraiment eu une belle période de paix qui est assez unique dans toute l'histoire de l'humanité et même dans la géographie de l'humanité. Et maintenant, c'est fini. Donc, il faut réapprendre à se défendre. Il y a un tweet de Donald Trump qui vient donc d'être confirmé par les grands électeurs. Le monde civilisé doit changer sa façon de penser. Qu'est-ce que l'on peut déduire de ce genre de phrase ? Alors, Pierre-Alexandre Bouclet. Il parlait sans doute pour l'Europe, je suppose. Moi, je pense que c'est ce que je vous disais, c'est-à-dire qu'on vit dans Pas un sûr, monde... on n'a pas d'indication particulière. Non. Aujourd'hui, il y a eu des attaques terroristes en Turquie, écrit-il, en Suisse, parce qu'il y a eu aussi une attaque en Suisse, mais qui était contre des musulmans, et en Allemagne, et cela ne fait qu'empirer. Le monde civilisé doit changer sa façon de penser. Je pense que ça rejoint peut-être ce que je vous disais, c'est-à-dire nous devons réapprendre l'irruption de la violence dans nos sociétés. C'est ce que dit très bien un avocat comme antiterroriste comme Thibault de Montbriand, qui a développé des thèses très intéressantes là-dessus, notamment sur les questions de légitime défense, par exemple. On vit dans un monde où on a très heureusement concédé le monopole de la violence légitime à l'État, ce qui est la règle dans toutes les sociétés civilisées. Aujourd'hui, on voit que l'État n'est plus en mesure, malheureusement, d'assumer le monopole de la violence légitime, parce qu'on ne peut pas mettre un policier partout. Et de la même manière qu'on a le droit de défendre notre domicile avec des systèmes d'alarme, des chiens de défense, éventuellement une arme à la maison, hélas, nous sommes dans un monde qui nous oblige aujourd'hui à redevenir les garants de la sécurité du périmètre où nous nous trouvons dans l'espace public. Voilà, c'est de la même manière qu'avant on tirait les oreilles des gamins qui cassaient les carreaux des mamies.
Eh bien aujourd'hui, peut-être, c'est moins drôle, mais peut-être est-ce qu'il faut être prêt à faire face à une menace terroriste, quoi, et prêt à limiter le carnage, comme ce policier qui, le soir des attentats au Bataclan, rentrait avec son arme de service et, sur le chemin du retour, a réussi à se rendre sur place et à limiter la casse. Peut-être qu'il y aurait eu beaucoup plus de morts au Bataclan si ce monsieur, très courageux d'ailleurs, n'avait pas surgi, lui, avec un moyen de riposte à la violence du terrorisme. Pierre-Alexandre Bouclet, il y a quelque chose qui me frappe. Quand on regarde les photos de la personne avec laquelle vous avez écrit cet ouvrage qui s'appelle « Peuple persécuté d'Orient », un très bel ouvrage de photos. Et la photographe, c'est Catherine Cooper. Voilà, on sera en ligne avec elle aux alentours de 8h10. On voit des armes. On voit des enfants avec des armes. Oui. Mais ça, on en voit, là, par exemple, je suis... des jeunes femmes aussi, des jeunes femmes de 16-17 ans. Des jeunes avec des armes. Oui, parce que eux vivent dans ce monde, justement, où la violence de l'islamisme, de l'État islamique, du Front al-Nosra, donc qui est Al-Qaïda en Syrie, et de la myriade de petits groupes islamistes, en fait, qui sont les héritiers de ce qu'on appelait le wahhabisme au début des années 2000, lorsqu'il y a eu les attentats du 11 septembre, cette espèce de forme radicalisée du sunnisme. Eh bien, c'est malheureux, les yézidis, les chrétiens d'Orient, certains musulmans d'ailleurs pacifiques, comme les alaouites ou les druzes, etc., vivent avec cette menace et ils ont bien dû faire face et s'armer. Alors cela dit, chez les Kurdes, par exemple, il y a une tradition quand même des peuples en armes qui est assez ancienne. Au Kosovo, c'est pareil, tout le monde a une arme. Les gens vivent un peu comme les Français vivaient finalement dans les années 20-30, quoi, vous voyez, c'est-à-dire l'usage d'une arme n'était pas... On avait tous un oncle ou un grand-père qui avait un fusil de chasse, quoi. Oui, mais pas une arme automatique, forcément. Pas un Kalachnikov, non. c'est quand même ce qui... c'est la modernité, mon monsieur. Le Kosovo, c'est en Orient. Alors, le Kosovo, techniquement, les Serbes ne font jamais rien comme les autres, oui. Donc, ce sont les plus occidentaux des chrétiens d'Orient. En fait, ils sont tout simplement liés aux églises d'Orient par le schisme de 1054. Et donc c'est une église orthodoxe orientale, oui. Et on a décidé de les mettre dans ce livre, d'abord parce que j'aime beaucoup les Serbes du Kosovo, que je fréquente depuis 2004, et dont le drame m'a touché dès 1998. Et puis, il y avait une logique. Donc il y avait la logique religieuse, c'est-à-dire ils sont une église d'Orient. Et leurs persécuteurs ont un point commun, c'est que ce sont des islamistes. Donc il y avait une logique, une cohérence à les intégrer dans ce recueil donc, qui est beaucoup plus axé sinon sur le Proche-Orient avec l'Irak et la Syrie. Mais peuple persécuté, c'est chaque fois par des musulmans. Bah oui. Oui. Vous ne le dites pas, mais en fait c'est la... Non, mais c'est un fait, oui, évidemment. C'est un fait. Oui. Après... il y a d'autres musulmans persécutés. Mais est-ce qu'ils sont persécutés pour des raisons strictement religieuses ? Non, il y a aussi des raisons ethniques, mais il y a des raisons économiques également, il y a des raisons claniques. Par exemple, est-ce qu'on peut illustrer chaque type de persécution, Pierre-Alexandre Bouclet ? Alors, c'est compliqué. Prenons le Kosovo. Le Kosovo, ce sont des affrontements entre des Serbes, enfin entre des musulmans et des chrétiens, mais c'est également un affrontement entre des Albanais et des Serbes. Donc la logique ethnique entre en jeu, c'est aussi le panslavisme qui est en question dans les Balkans, c'est-à-dire que les Albanais ont la volonté d'une grande Albanie, et le Kosovo est une terre qui a été progressivement colonisée par les Albanais depuis, en fait, donc avec le soutien des Ottomans depuis 1389, et ça n'a jamais cessé. Il y a toujours une petite pression extrêmement constante, parce que les musulmans ont une appréhension du temps qui n'est pas la nôtre, par exemple. Nous, on a un temps linéaire qui va de A vers B, d'où le messianisme chrétien avec la fin des temps, etc. Et les musulmans, eux, n'ont pas ça. C'est-à-dire que le temps est de toute éternité, cyclique, et ça fait des spirales un peu. Et en fait, ils ne sont pas pressés, quoi. Donc, s'ils arrivent chez vous en 1389, ça ne veut pas dire qu'en 2016, ça ne sera pas chez eux. Et voilà, donc ça, on a cette logique chez eux. Dans les rapports interpersonnels, on arrive à percevoir cette conception du temps ? Malheureusement, oui, je dirais, parce que, vous voyez, on parlait avec des réfugiés chrétiens dans les camps du Kurdistan irakien, et les malheureux, quoi, nous disaient, mais c'était nos voisins depuis 20 ans, 30 ans, et on était amis, on pensait qu'on était amis.
Et puis, il y a eu ce basculement de l'État islamique et les gens leur disaient « Non, ça va aller, rassurez-vous, ça va aller ». Mais ensuite, ce sont les voisins qui ont pillé les maisons. Ce sont les voisins qui ont violé les filles. Ce sont les voisins qui ont tué les gens. Les voisins qui n'étaient pas islamistes. À la base, ils étaient musulmans sunnites. Et puis, quand ils ont vu que finalement... Ils n'avaient pas de lien avec Daesh. Ils n'avaient pas de lien avec Daesh du tout, non. Mais le vent les a portés. Et en fait, c'est ça le vrai problème qu'on rencontre souvent, c'est que les musulmans sunnites, je ne parle pas, encore une fois, des druzes, des ismaéliens, des alaouites, des chiites. Je parle vraiment de cette version radicalisée des sunnites. Le sunnite se dit, au fond, Daesh, c'est mal. Enfin, c'est pas bien de tuer tout le monde. Mais au fond, ils ont raison. C'est-à-dire que sur le plan doctrinal, c'est eux qui ont raison, parce qu'ils appliquent une version littérale du Coran. Or, le Coran, il faut peut-être le rappeler aux auditeurs de Radio Notre-Dame, qu'est-ce qui distingue le christianisme de l'islam ? C'est que le christianisme repose sur un corpus de textes et de témoignages qui parfois se contredisent d'ailleurs. On trouve des contradictions dans le Nouveau Testament. Le Coran est supposé avoir été dicté par Dieu à Mahomet via l'ange Gabriel. Ça veut dire qu'il n'y a pas une virgule qui n'est pas à sa place. Dieu ne fait pas de faute de frappe. Donc, tout ce qu'il dit doit être appliqué. Si on est un musulman très pieux, on fait ce qui est dit dans le Coran. Et dans le Coran, il est dit « tu égorgeras les juifs et les chrétiens », par exemple. Donc, c'est un fait. Et on ne le vit pas au quotidien de manière aussi radicale. Il n'est pas dit que ça, mais il l'est quand même dit. Et il y a 300 sourates, je crois, d'une grande violence, qui sont parfaitement exploitées par des gens comme Ben Laden à son époque, ou par l'État islamique aujourd'hui, ou le Front al-Nosra. Parce qu'il ne faut pas prendre ces gens pour des idiots, quoi. Il y a une chanson très connue du chanteur Renaud, qui est une des plus grandes absurdités que j'ai entendues de ma vie, quand il dit sur les attentats du 11 septembre, ces gens ont-ils jamais lu le Coran ? Ben oui, mon vieux, ils l'ont lu. Ils prennent pas du pastis aux deux magots toute la journée. Ils ont lu le Coran, ils le savent à fond. Il en est sorti, Renaud. Oui, tant mieux pour lui. Mais Ben Laden était un cheikh, c'était un personnage qui connaissait l'islam sur le bout des doigts. Et aujourd'hui, les héritiers ou ces épigones le connaissent également. Ils le connaissent très très bien. Tout ce qu'ils font, même brûler quelqu'un dans une cage en fer, comme ça a été fait avec ce malheureux Jordanien, c'est dans le Coran. Ce sont des mises à mort qui correspondent aux prescriptions coraniques. C'est pas de l'invention. Ce ne sont pas des gens qui se disent « on va faire un film gore et on va leur en mettre plein la vue ». Ils appliquent de manière extrêmement littérale ce que Mahomet a prévu sous une prétendue inspiration divine pour tuer les ennemis. C'est cohérent. Le viol des femmes méthodique, c'est cohérent. Tout ça, c'est cohérent. Coran, cohérent, c'est voilà. ce que vous pourriez cohérence faire coranique, comme rime. Voilà. Pierre-Alexandre Bouclet, vous êtes notre grand témoin ce matin. Allez, votre portrait, votre itinéraire, rappel avec Marion Duchesne. Vous aviez la bougeotte, vous êtes grand reporter à Valeurs Actuelles. Vous n'aimiez pas rester, si on peut dire, au même endroit. On va commencer par ça. J'ai touché à tous les échelons, mais je ne voulais surtout pas devenir un rat de bibliothèque. L'année 2000, grâce à Vladimir Volkov, écrivain qu'il admire, Pierre-Alexandre Bouclet rejoint donc Valeurs Actuelles. Très vite, il écrit pour les pages Monde, se rendant sur le terrain pour voir l'histoire en marche, dit-il. Et c'est l'Europe de l'Est qu'il couvre. Une passion qui est née avec une petite amie polonaise, raconte Pierre-Alexandre Bouclet. La Pologne donc, mais aussi la Russie et l'Ukraine. J'ai couvert tous les types de sujets, des diplômes de fin d'année à l'élection de Poutine en passant par les fêtes de Pâques. Pierre-Alexandre Bouclet le répète, il n'a pas choisi de devenir reporter de guerre. Le voilà pourtant en Tchétchénie, faisant face à ses premiers cadavres. Il couvre la révolution ukrainienne en 2013. Il n'a pas oublié l'image de cette femme morte, extraite des ruines de son immeuble dans le Donbass. Une corneille s'était prise dans sa robe. Pierre-Alexandre Bouclet a appris à se blinder. On essaie de se déconnecter, on est comme une caméra sans partie prenante, dit-il. Je ne suis certainement pas objectif, ajoute le grand reporter de Valeurs Actuelles, mais j'essaie d'être honnête et surtout de tirer la sonnette d'alarme. Parmi les sujets qui lui tiennent à cœur, le Kosovo, sa plus grande satisfaction, avoir démontré en 2012 comment les États-Unis avaient fomenté des émeutes en mettant tout sur le dos des Serbes. 3 ans seulement que Pierre-Alexandre Bouclet se rend en Irak et en Syrie à la rencontre des peuples persécutés. Son prochain voyage, ce sera le 5 janvier à Alep. Je vais parler des quartiers de l'Ouest qui ont été totalement oubliés et des chrétiens, explique Pierre-Alexandre Bouclet. De quoi nourrir la foi de ce journaliste baptisé à 33 ans après un long cheminement. Philosophie, astrophysique, religion, le fils de 68 heures a goûté à tout avant de revenir au christianisme. Et Pierre-Alexandre Bouclet de conclure, il était important pour moi de sauver mon âme.
Baptisé à 33 ans, vous aimez les symboles, Pierre-Alexandre Bouclet. Oui, c'en est un, oui. C'est par hasard. Bon, on dira que c'est la Providence. Un petit clin d'œil de la Providence. Parlez-nous quand même de ce cheminement. Qu'est-ce que vous avez recherché? Comment les choses se sont-elles faites? Et comment l'Église a répondu à votre vœu intime? Écoutez, je cherchais la vérité. Ça, c'était le plus important. Ça m'a toujours motivé. Moi, j'aime ce qui est vrai. J'aime les choses bien claires. Et c'est ce qui me motive dans le journalisme. Ce qui m'intéresse le plus, c'est la vérité. Et en ce qui concernait ma petite vie, c'était ça aussi. C'est-à-dire, je voulais savoir si oui ou non il y avait quelque chose après la mort. Je voulais savoir pourquoi j'étais là, comment tout ça avait commencé et comment tout ça allait finir. Comment vous y êtes pris? Ça a été long. D'abord, j'ai angoissé. Ensuite, j'ai lu. Mais c'est bien, c'est le début, l'angoisse. En fait. Oui. C'est bien, en soi. Je suis parti de chez moi très tôt. Je suis parti vers 16 ans. Donc, j'ai vécu seul. Et quand on est tout seul. Et pourquoi est-ce que soir, vous êtes parti si tôt? Parce que j'étais un peu agité. J'étais quelqu'un d'assez. Vous avez claqué la porte? C'est ça. En solo comme ça, sans rien? C'est ça. Oui, sans rien. J'ai travaillé. J'étais barman, vendeur de journaux à la criée. Et puis, viré du lycée. Et puis ensuite, je suis revenu à la scolarité par des cours du soir, etc. Et puis, j'ai enchaîné avec la fac, l'université. Et là, je me suis vraiment épanoui à l'université. J'ai fait un doctorat. Et puis, j'ai commencé à travailler. Voilà, donc c'était... Et vos parents, vous les avez revus? Oui. Après, ça s'est mieux passé. Voilà. Donc, grosse crise d'ado. Oui, c'est ça. Ouais, mais très formatrice, honnêtement. C'est-à-dire que je me suis vraiment pris en main, en toute objectivité, puisque j'ai travaillé pour gagner ma vie et assumer ma porte claquée, quoi. Voilà. Donc, moi, j'apprécie ça. Si un jour mes enfants me font le même cirque, je pense qu'il sera bon pour eux d'aller travailler, et puis ensuite on en reparlera. Vous auriez pu déraper dans la délinquance. Bien sûr. Mais heureusement, ça ne s'est pas fait. J'ai rencontré de bonnes personnes au lieu de rencontrer les mauvaises, disons. Voilà. Et notamment cette petite amie polonaise dont on parle dans le portrait, ce qui est vrai. C'est absolument vrai. La vie est faite de rencontres. Absolument. Pierre-Alexandre Bouclet, alors justement, cette rencontre que vous avez voulu peut-être plus spirituelle, dites-nous, peut-être qu'au moment de Noël, il y a des gens qui nous écoutent pour la première fois, qui vous écoutent, qui ne vous connaissent pas et qui se disent, tiens, voilà quelqu'un qui s'est posé une question, des questions. Alors, il a commencé par angoisser, et après, comment? Alors après, je me suis intéressé à tout. C'est-à-dire que je me suis intéressé au spiritisme, à Allan Kardec, le livre des esprits, des choses, les tables qui tournent, etc., les fantômes. Bon. Je me suis intéressé au Krishna, aux religions indiennes, à toutes les spiritualités un peu New Age, un peu exotiques, qui semblent intéressantes quand on est un petit Européen de 18-19 ans. Avec toujours ce retour au christianisme, parce que c'était ma culture, avec le passage à l'église tout seul pour prier, et puis ensuite la tentation, donc, ô combien positive, d'être baptisé. Et puis, vous dites que c'était votre culture, mais vous n'étiez pas baptisé. Je n'étais pas baptisé, non, parce qu'en fait, mes parents sont des déclassés, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on vient d'une famille assez classique, une grande bourgeoisie de chocolatiers, pour tout vous dire. Et, ça tombe bien, j'ai bien fait le vétérinaire. Et des militaires de carrière, voilà. Mais mes parents, eux, ont eu leur propre pétage de plomb, si je puis dire. Ouais. C'était les années 60-70. Et ils sont sortis du cadre familial, et donc ils ont voulu faire les 68 heures, quoi. C'est ce qu'ils étaient. Et moi, j'en ai été le produit, quoi. Et donc, je suis quand même revenu vers le christianisme petit à petit. J'ai rencontré des prêtres à qui je disais, quoi, mon souhait d'être baptisé, qui m'ont demandé si je voulais pas être musulman. Des choses ça, c'est un des trucs qui m'ont le plus choqué. Vrai, ça? Oui, c'est vrai. C'est un des trucs qui m'a le plus choqué dans ma vie. Attendez, vous n'allez pas nous dire qu'un prêtre vous a dit, mais est-ce que vous voulez pas être musulman? Si, j'étais allé le voir, je sais plus quel âge j'avais, j'étais très jeune, et je lui ai dit, voilà, mon père, je voudrais me faire baptiser, parce que c'est le désert, là, je veux qu'il se passe un truc. Et il me dit, mais alors, il faut bien réfléchir, ça se fait pas comme ça, vous n'allez pas ressortir en étant baptisé, avez-vous réfléchi à tout, est-ce que vous n'avez pas justement une envie, des trucs d'être musulman? Voilà, et je m'en souviens, ça fait tellement longtemps maintenant, mais... je me souviens qu'il m'a posé cette question. C'était un truc de dingue. Donc je suis reparti extrêmement furieux. Et j'ai laissé tomber pendant un temps. Ensuite, ça a recommencé.
J'ai été tenté par l'orthodoxie aussi, qui me plaisait beaucoup, parce que je voyageais en Europe de l'Est, donc forcément, j'étais séduit notamment par toute cette liturgie qui est absolument magnifique. Et donc j'ai été séduit par l'orthodoxie sur le plan formel, c'est-à-dire sur le plan liturgique. Mais je me disais quand même au fond du fond, moi ce que je pense vrai, c'est le catholicisme. Donc, et pourquoi ? Parce que c'est comme ça. Là, c'est pas la... Vous voyez, je suis parti d'une quête de vérité, donc de savoir, avec l'egnose notamment, c'est-à-dire la tentation d'être initié finalement, de connaître les secrets. Et puis à la fin, on se dit en fait, je crois que. Et le catholicisme, c'est ça, c'est l'acte de foi, c'est l'acte de croire que c'est ce qu'il y a de plus vrai. Ça me semble être ce qu'il y a de plus sérieux, si je puis dire. Il y a d'autres religions qui ne me semblent pas sérieuses, quoi. Voilà. Et le catholicisme, c'est sérieux. Voilà. Quelle est l'analyse que vous faites aujourd'hui de la façon dont l'Église appréhende, alors la question est un peu vague, hein, mais les grands problèmes contemporains, est-ce que vous dites elle est dans le coup, elle n'est pas dans le coup, sur l'islam, sur le Proche-Orient, sur la pauvreté, sur le capitalisme, etc. Je dirais qu'il n'y a pas vous êtes en phase avec tout ? Non. Mais il n'y a pas à être dans le coup. De toute façon, honnêtement... Des papes discutables, il y en a toujours eu, 2000 ans c'est long, donc c'est un épiphénomène, quoi. Ça n'a pas d'importance sur le temps long. L'important c'est le Christ, l'important c'est la vérité, et après les représentants, ils font ce qu'ils peuvent avec ce qui leur est donné, et puis s'ils ne sont pas terribles, on attend le prochain, quoi. Mais est-ce que vous dites, vous qui avez eu ce parcours-là, oui. Est-ce que vous vous dites... Aujourd'hui, je pense qu'il y a des dégâts. Oui, c'est possible de l'avoir. Ou est-ce que la ouais. déculturation que l'on connaît aujourd'hui et le recul du christianisme dans les terres chrétiennes, est-ce qu'elle est liée à, je sais pas moi, une forme d'abouli, à une institution défaillante, enfin... Alors vous parlez de l'Europe, hein. Oui, de l'Europe en particulier. Ouais. Oui, je pense que en fait, les gens ne savent plus rien. Ça, c'est un fait, c'est malheureux, mais ça, c'est quand même un constat. Les plus jeunes, oui, c'est effrayant, quoi. C'est-à-dire que même les plus incultes de ma génération avaient semblé des puits de science. C'est ça. Ce qui était possible donc à votre génération est peut-être encore plus difficile aujourd'hui. Plus difficile aujourd'hui parce que je pense que le lien avec le christianisme, avec la foi, a été coupé. Les gens ne se posent plus vraiment, j'ai l'impression, de questions. Ou alors, ils adhèrent justement à des spiritualités New Age ou à l'islam. Pierre-Alexandre Bouclet, vous restez avec nous. Les infos, et on se retrouve juste après. Les infos de Flora Cortés. Participez à l'Université de la vie 2017 avec Alliance Vita. Fonder la biopolitique, c'est le défi passionnant que nous relèverons ensemble pour favoriser une politique au service de la vie. Venez vous former en 4 soirées les lundis du 9 au 30 janvier. Ouverte à tous, cette formation est retransmise depuis Paris dans plus de 100 villes en France et à l'étranger, avec des personnalités engagées et des experts reconnus. Renseignements et inscriptions sur le site universitédelavie.fr. La période de Noël est le moment idéal pour faire plaisir à votre famille. Pour cela, les magasins de musique Paul Becher vous aident à trouver le cadeau parfait. Venez découvrir notre gamme de pianos acoustiques et numériques de qualité, nos instruments classiques, vent, cordes, guitare, et offrez une passion à ceux que vous aimez. Nos vendeurs spécialisés seront à votre disposition pour vous conseiller et vous guider dans votre choix. Vivez un Noël en musique grâce au magasin Paul Becher de Bastille. Paul Becher, réveillons votre musique. Misericordia in aeternum. Les séminaristes français de Rome chantent la miséricorde de Dieu. Des chants vibrants d'amour et de beauté. Les séminaristes français de Rome, un disque jade. Radio Notre-Dame. 8h-2, le Père Jean-Marie Crespin. Chers auditeurs, bonjour. Nous approchons de Noël et le climat de cette période, c'est manifestement un climat de fête, un climat de rencontre, un climat de bonne volonté. C'est l'occasion de découvrir qu'il y a quelque chose de particulier dans l'humanité, dans notre société, puis en chacun d'entre nous. Nous avons la possibilité de ne pas être toujours dans l'agressivité. Nous avons la possibilité de nous préparer non pas à la guerre, mais nous avons la possibilité de nous préparer à la paix. Nous avons la possibilité de nous préparer à la rencontre, à la fête. Combien cela est trop rare dans nos vies. Nous aurions peut-être à découvrir combien la fête, combien la rencontre, combien ces réunions qui vont se tourner autour de Noël et des fêtes de fin d'année, c'est l'occasion pour nous de redécouvrir la dimension enthousiasmante de notre vie humaine.
La vie humaine, ce n'est pas simplement une galère. La vie humaine, c'est l'opportunité de rencontrer, l'opportunité de fêter, l'opportunité de célébrer. Merci Père Jean-Marie Crespin. Nous sommes le mardi 20 décembre. Bonne matinée. Pierre-Alexandre Bouclet, journaliste, grand reporter à Valeurs Actuelles, Peuple persécuté d'Orient, carnet de voyage de Palmyre au Champ des Merles. C'est aux éditions du Rocher, on en parle ce matin. Et on va retrouver Flora Cortés pour les infos. Et bien évidemment, il est 8h. Et puis on sera en ligne aussi avec la photographe Catherine Cooper qui a contribué à cet ouvrage. Bonjour à tous. La police de Berlin a annoncé ce matin qu'elle traitait comme un probable attentat terroriste l'affaire du camion qui a foncé la veille dans la foule, finalement dirigé dans la foule de ce marché de Noël, a déclaré tôt ce matin la police de Berlin sur Twitter. Selon des sources au sein des services de sécurité cités par l'agence de presse allemande dpa, l'homme pourrait être pakistanais ou afghan. Il serait arrivé en Allemagne comme demandeur d'asile en février 2016. La police s'est refusée à commenter ces informations pour l'instant. L'ambassadeur de Russie en Turquie a été assassiné lundi à Ankara par un policier turc qui a affirmé agir pour venger le drame de la ville d'Alep. Alep en passe d'être reprise par le régime syrien soutenu par Moscou. Le diplomate Andrei Karlov a été abattu de plusieurs balles alors qu'il prononçait une allocution lors de l'inauguration d'une exposition d'art dans la capitale turque. Les présidents turcs et russes, dans des déclarations séparées, ont qualifié cet assassinat de provocation visant à torpiller la normalisation entre les deux pays, normalisation entamée en août après une grave crise diplomatique. Le président congolais Joseph Kabila a annoncé dans la nuit de lundi à mardi, quelques heures avant la fin officielle de son mandat, un nouveau gouvernement, et ce sans attendre les résultats de la médiation de l'Église catholique visant à sortir la République démocratique du Congo de la crise politique. Les détracteurs de Joseph Kabila l'accusent d'avoir torpillé le processus électoral et de vouloir instaurer une présidence à vie. La présidentielle qui devait avoir lieu cette année a été reportée sine die. La France et l'Australie ont signé mardi l'accord qualifié d'historique, scellant un méga contrat estimé au total à 34 milliards d'euros pour la livraison de 12 sous-marins d'attaque à la marine australienne. L'accord a été paraphé lors d'une cérémonie à Adélaïde, la ville portuaire du Sud, où seront construits ces sous-marins de dernière génération, en présence du Premier ministre australien et du ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian. Une nouvelle année sans coup de pouce. Le gouvernement a annoncé hier une hausse du SMIC de 0,93% au 1er janvier, soit une revalorisation de 11 € net par mois. Début 2017, le SMIC horaire passera de 9,67 à 9,76 € brut, a annoncé hier la ministre du Travail Myriam El Khomri aux partenaires sociaux. Un salarié rémunéré au SMIC touchera ainsi 1 480,27 € brut par mois. Enfin, le Fonds monétaire international a renouvelé sa confiance à sa directrice générale Christine Lagarde malgré le jugement de Paris l'ayant reconnue coupable de négligence dans l'affaire Tapie Crédit Lyonnais. Le conseil d'administration du FMI, qui représente 189 États membres, réaffirme sa pleine confiance dans sa capacité de directrice générale pour continuer d'assumer ses fonctions efficacement, indique le communiqué. Arrivée à la tête du fonds en 2011, Christine Lagarde a été reconduite en juillet pour un mandat de 5 ans. Le grand témoin, Louis Dauphren. Pierre-Alexandre Bouclet est reporter à Valeurs Actuelles, Peuple persécuté d'Orient, carnet de voyage de Palmyre au Champ des Merles, un superbe livre de photos et un cadeau intelligent pour Noël. C'est aux éditions du Rocher. Catherine Cooper sera avec nous dans quelques instants, elle est photographe. Et Pierre-Alexandre Bouclet, donc journaliste à Valeurs Actuelles, et des nôtres en studio ce matin. On va écouter l'édito de Gérard Leclerc qui nous parle du pouvoir des catholiques. C'est le titre d'un hebdomadaire, des catholiques qui se seraient réveillés, semble-t-il. Un sujet à examiner de près en se méfiant des stéréotypes. Et puis on verra ce qu'en pense notre invité juste après. Gérard Leclerc. Le sujet est à la mode. Tous les hebdos s'y sont mis les uns après les autres. Dernier en date, l'Obs, qui titre à la une « Le pouvoir des catholiques ». Des catholiques qui se seraient réveillés après quelques décennies, sinon de sommeil, disons de latence. Les experts donnent leur avis. J'ai retenu celui de Jérôme Fourquet, directeur du département opinion de l'IFOP. Tout a changé à partir du moment où les catholiques se sont sentis devenir minoritaires et où ils ont estimé que leur modèle de famille traditionnel était remis en question. Ce type d'interprétation ne me convainc qu'à moitié. Il entérine l'idée d'un milieu social, plutôt bourgeois, que l'on identifie souvent au public versaillais, un nom qui fait image. Mais il cristallise, en termes de classe, un catholicisme qui me paraît infiniment plus complexe qu'on le dit.
Ce n'est pas pour protéger un modèle social qu'1 million de personnes a envahi les rues de Paris. Après tout, le mariage dit pour tous n'empêche pas que se perpétue le mariage religieux, qui pourrait bien se retrouver symboliquement revalorisé dès lors que le mariage civil a perdu sa signification anthropologique fondamentale. Ce n'est donc pas un réflexe d'autodéfense qui a prévalu, mais bien plutôt un réflexe altruiste au service de la société tout entière dont l'équilibre repose sur la complémentarité induite de la différence sexuelle. Par ailleurs, il est possible qu'un certain milieu social souffre des défauts mis en évidence par la jeune romancière Solange Bicharton dans Les Visages pâles. Il est vrai que la cause du mariage ne saurait être dissociée d'autres causes sociales qui n'ont pas encore provoqué de militance particulière, en dépit des appels du pape François. Mais en même temps, on ne saurait sous-estimer la disponibilité d'un milieu social catholique qui continue à faire preuve d'une singulière générosité dans le domaine caritatif. Ce domaine n'appartient pas exclusivement aux cathos dits de gauche. Je le constate autour de moi. Le réveil des catholiques ne correspondrait-il pas plutôt, au-delà des circonstances ponctuelles, à la nécessité de prendre résolument parti dans un monde qui a changé profondément et qui réclame des formes d'engagement nouvelles à inventer d'urgence? L'édito de Gérard Leclerc, comme chaque matin, Pierre-Alexandre Bouclet. Alors, le pouvoir des catholiques, ça vous parle ? Oui, ça me parle. L'éveil surtout des catholiques dont parlait Gérard Leclerc, parce que ça me fait irrésistiblement penser à ce que j'ai vu donc au Proche-Orient, mais surtout aux gens qui m'ont aidé à y aller. Parce que vos auditeurs le savent peut-être, mais les journalistes n'arrivent pas ex nihilo sur un théâtre d'opération. Ils ont ce qu'on appelle les fixeurs. Les fixeurs, ce sont des gens qui vous aident à vous déplacer sur le terrain, à rencontrer les bonnes personnes, à faire du bon travail en fait. Et moi j'ai eu des fixeurs mais d'élite qui sont justement des jeunes catholiques français qui sont des caritatifs, Gérard Leclerc parlait de caritatifs, qui sont des humanitaires. Et ils sont avec l'association SOS Chrétiens d'Orient, qui est une association mais extraordinaire, je le dis en pesant mes mots. Ce sont des petits jeunes qui sont partis il y a 3 ans en Syrie et en Irak. Aujourd'hui, avec rien, ils avaient un convoi de jouets et de matériel. Aujourd'hui, ils ont 5 missions en Irak, en Égypte, en Syrie, au Liban, je ne sais plus où encore, en Jordanie. Et ces jeunes gens, et d'autres moins jeunes d'ailleurs, mais font un boulot de dingue. C'est-à-dire qu'ils se lèvent tous les matins, ils ont une mission permanente dans chacun de ces pays, et ils vont sur le terrain comme ça, ils aident les gens, ils donnent à manger, ils donnent des médicaments, ils reconstruisent des écoles, ils reconstruisent des hôpitaux. Ils financent, ils mettent le bleu de travail, ils prennent des pelles et des pioches, ils vont mettre leur gilet pare-balles quand ils sont chefs de mission pour aller donner des couches et du lait maternisé à Alep. Ils vont faire la même chose dans les villages aujourd'hui de la plaine de Ninive, à Karakosh, à Karamles. Ils s'aventurent jusqu'à Bagdad. Ce sont des gens, mais incroyables. C'est grâce à eux que vous allez à Alep en janvier ? Absolument, absolument. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, beaucoup de journalistes, beaucoup de mes confrères vont sur le terrain grâce à eux. Je ne vais pas les citer, mais ils se reconnaîtront. De tous les journaux. De tous les journaux, de toutes les télés, de toutes les radios. Et vraiment, ils ouvrent des portes. Ils ouvrent les portes parce qu'ils sont sur le terrain tout le temps. Donc tout le monde les connaît, avec leur polo au cœur, la rouge. Et ils sont partout comme ça, et ils peuvent aller partout. Et ils ont gagné leur respect. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que quand on se recommande de SOS Chrétiens d'Orient, on gagne le respect des autorités sur le terrain. C'est-à-dire les autorités ecclésiastiques, mais aussi les autorités civiles, les gens, les commerçants, etc. Les commerçants savent qui ils sont parce qu'ils créent un tissu social, comme à Maloula, par exemple, ce village martyr en Syrie, où ils sont en train de reconstruire des entreprises, ils sont en train de reconstruire l'église, en train de reconstruire l'école, en train de créer des petites entreprises artisanales, des cordonneries, des boulangeries, des trucs comme ça. Ils créent des santons qu'on peut acheter d'ailleurs sur leur site en ce moment. Je vous les recommande, moi j'en ai acheté. Ils font vraiment un boulot de dingue. Et il y a leur pendant au Kosovo aussi, dont il faut parler, parce que c'est un jeune Français aussi. On a des belles histoires de Français. Expatrié pour le coup. Il y en a un qui est très connu effectivement au Kosovo. C'est Arnaud Gouillon. Arnaud Gouillon, c'est un personnage extraordinaire dont je me flatte d'être l'ami, qui est parti au Kosovo en 2004. Et tout à l'heure, je vous disais que j'ai découvert ce pays en 2004. C'est pas absolument sans lien de cause à effet. Et il m'a emmené là-bas. Et il m'a permis de découvrir aussi ce pays de cauchemar, malheureusement. C'est un pays aux mains de l'islam le plus radical, le plus obscurantiste.
et de découvrir dans cette horreur tous ces malheureux chrétiens de Serbie, du Kosovo plutôt. Et ce type qui était rien ni personne, maintenant on arrive à la douane, dès la douane, les douaniers veulent faire un selfie avec lui, ils veulent toute la journée, les gens l'arrêtent à la terrasse des cafés, ils veulent se faire photographier, ils veulent lui dire bravo, ils veulent lui dire bonjour. Si vous êtes serbe. Oui, si on est serbe, forcément. Oui, là, je parle à Belgrade surtout. Voilà. Mais au Kosovo, il y va... du coup, il est hyper connu sur place. Oui, c'est ça. Et il y va incognito maintenant. Au Kosovo. En France, personne ne le connaît. C'est ça. Et lui, c'est pareil. Alors, il monte des fermes, il fournit une moissonneuse-batteuse dans une enclave, il va aider à faire du miel dans une autre. Il offre quand il arrive dans une enclave serbe, les gens viennent lui par grappe pour le saluer. Et alors, il reconnaît des filles à qui il donnait des poupées quand elles avaient 10 ans et qui maintenant ont des enfants. Et c'est à leurs enfants qu'il donne des jouets. Et ce sont vraiment de très très belles histoires. Donc les fixeurs, on n'en parle jamais, les récits de journalistes. Moi, j'ai tenu à en parler dans celui-là parce que ce sont des gens extraordinaires sans qui il n'y aurait pas de journalistes, en fait. Donc voilà, SOS Chrétiens d'Orient et Solidarité Kosovo sont des jeunes petits Français qui méritent vraiment d'être soutenus. Si vous avez encore envie de faire un don avant Noël ou si vous avez envie de participer à une belle œuvre, envoyez vos enfants chez eux, vous ne serez pas déçus. Et eux non plus. Alors, Peuple persécuté d'Orient, on est en ligne avec Catherine Cooper, qui est la photographe avec laquelle vous avez réalisé cet ouvrage magnifique. Bonjour Catherine Cooper. Bonjour. On est en direct d'Arles, puisque c'est là que vous habitez. Vous êtes lauréate du prix photo de l'Académie des Beaux-Arts en 2012. Alors expliquez-nous, on est en ligne pendant quelques minutes. La question qu'on peut se poser aujourd'hui, à l'heure où il y a beaucoup de photos gratuites sur Internet, etc., où le photojournalisme traverse une période de crise, qu'est-ce qui fait une bonne photo, en fait, de guerre ? La question est bonne. Alors, qu'est-ce qui fait une bonne photo ? Qu'est-ce qui fait une bonne photo de guerre ? Alors, je ne sais pas si les choses sont dissociables. Ce qui fait une bonne photo, en tout cas, c'est quelque chose, pour moi, en tout cas, qui sort un peu de l'ordinaire, qui pose une question, qui ne soit pas forcément dans le but d'attirer une émotion trop forte, mais quelque chose de plus profonde, au fait. D'accord, donc ça doit laisser en fait toujours quelque chose de sous-entendu. C'est une imprégnation un peu lente, une photo. Est-ce que vous pouvez nous dire, Catherine Cooper, comment est-ce qu'on regarde ces peuples persécutés ? Comment est-ce que vous allez pour aller les voir ? Parce qu'il y a toujours un peu le sentiment de dire, je pose aussi la question à Pierre-Alexandre Bouclet, est-ce qu'on n'est pas un peu aux eaux des drames de la Terre ? C'est-à-dire, nous, on va les visiter comme on va visiter des personnes qui sont là, retenues chez elles, souvent malgré elles, dans des conditions terribles. Et puis, on repart et puis on fait un livre. Oui, je vois très bien ce que vous voulez dire. Et ça, c'était surtout le cas au Kurdistan irakien, dans les camps de réfugiés. Alors là, c'était vraiment terrible parce que, en effet, ces gens étaient parqués là et on venait chez eux. Enfin, c'est pas chez eux, mais c'était le chez eux qu'ils avaient essayé de reconstruire après avoir fui leur maison. Et là, c'est très difficile parce que ils sont un peu exposés au regard des autres. C'est terrible. Donc, dans ces cas-là, j'ai fait très attention de bien poser la question à chaque personne, si elle était d'accord pour se faire prendre en photo, si ça la dérangeait pas et pourquoi je le faisais. Et ça, c'est très important. On peut pas traiter des gens comme des bêtes de foire. Ça, c'est pas possible. Et d'ailleurs, dans le livre, on sent le chapitre sur les réfugiés. Il y a une tristesse, surtout dans les yeux des enfants. Il y a un poids sur ces images qu'on ne retrouve pas, par exemple, chez les chrétiens de Damas, qui, eux, sont chez eux, qui vivent tout à fait normalement, où il y a une joie de vivre, une fierté. Là, c'était autre chose. Là, c'était beaucoup plus facile. Pierre-Alexandre Bouclet. Oui, on sent... bonjour Catherine, déjà. Bonjour Pierre-Alexandre. On sent que dans l'album donc fait avec Catherine Cooper, il n'y a pas de photos volées. Ce sont des face-à-face, en fait. La simple photo de couverture le montre bien. Les gens ont le regard franc, ils savent qu'ils sont pris en photo et ils ont accepté d'être pris en photo. Et ça, c'est vraiment grâce à cette espèce de charisme qu'a Catherine Cooper.
qui est de susciter l'empathie et la connivence finalement. Et donc c'est vraiment le regard de la photographe qui entre en contact avec le regard de la personne photographiée. C'est pas du vol, quoi. Et Catherine Cooper, vous avez photographié vous avez eu un terrain précédent qui était celui de l'Afrique, me semble-t-il. Tout à fait, Et l'Afrique du Sud et le Zimbabwe. Vous avez une histoire africaine qui a aussi connu quelques drames. Est-ce que l'Orient et l'Afrique australe, c'est comparable ? Alors, il y a une grosse différence. C'est que dans ces pays d'Afrique, c'est la couleur de la peau qui pose problème, alors qu'en Orient, il semblerait que ce soit la religion et non pas la couleur. Donc, oui, il a fallu m'habituer à ce concept parce que, oui, dans ces pays-là, on est le bienvenu, quoi que soit sa couleur. Il n'y a vraiment pas de différence là-dessus. Bon, après, on peut rencontrer quelques difficultés de compréhension entre gens de foi différentes, mais ouais, ça c'était. Sinon, non, c'est très différent. L'Afrique et l'Orient, c'était assez difficile au début d'arriver à comprendre l'âme de ce peuple que je connaissais pas et qui est très 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 différent pour moi. Ma dernière question, Catherine Cooper, comment peut-on arriver à montrer cette diversité des peuples persécutés, parce qu'on parle de l'Orient souvent comme étant une expression finalement aussi vague que celle de l'Occident. Mais est-ce que cette diversité des peuples d'Orient saute aux yeux du photographe ? Ah oui. Je savais pas qu'il y avait autant d'églises différentes. C'est très beau. Oui, il y a une grande diversité et une harmonie là-dedans, une cohabitation. C'est incroyable, c'est extraordinaire. C'est une vraie révélation pour moi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres ce matin. Je rappelle que vous êtes photographe et que vous avez travaillé donc avec Pierre-Alexandre Bouclet qui est avec nous. Peuple persécuté d'Orient, c'est aux éditions du Rocher. Alors évidemment, l'attelage journalisme, photographe, c'est vrai que c'est un attelage essentiel quasiment. Les 5 sens travaillent à fond. Le choc des mots, le poids des photos, ou l'inverse, je ne sais plus. C'est toujours une réalité, alors qu'on a le sentiment que l'image est beaucoup banalisée. C'est ce que je disais au début avec le net, avec l'info continue. Avec les téléphones portables, et puis avec la banalisation, de l'image, des télévisions à jet continu d'information. Mais c'est comme tout, quoi. Il y a les bonnes images et puis il y a les images anodines qu'on oubliera aussitôt. Alors, je ne vais pas poser la question, mais j'aurais pu, là. L'image du petit Elan sur la plage turque, là, qui a fait basculer l'opinion occidentale, dont on a dit que ça a pu être une manipulation, etc. Vous avez suivi cette affaire ou pas ? Non, un tout petit peu, mais comme tout le monde, j'allais dire... Je n'ai pas d'idée arrêtée sur la question, mais on voit quand même le poids de la... ça c'est sûr, oui. Le poids de la photo. Oui. Là, on a essayé de faire la même chose avec Alep, où il y a beaucoup de manipulation des images. Cette petite fille, soi-disant sortant des bombes, courant au milieu des bombardements et qui en fait est extraite d'un clip d'une chanteuse libanaise et qui n'est pas du tout une victime d'Alep Est, ou bien ces photos aussi, ces images plutôt vidéo, donc d'une petite fille Aya qu'on a retrouvée donc avec les fameux casques blancs. Dont on peut quand même assez remettre en question la vocation humanitaire. Et cette fille Aya, donc, on la retrouve dans 3 ou 4 documentaires dans des lieux différents du pays, quoi. Donc il y a quand même une manipulation qui semble sauter aux yeux. Ils auraient dû chercher 3 ou 4 filles différentes, ça aurait été moins gros. Donc oui, il y a des manipulations de l'image. Et ensuite, quand on a bien manipulé une image, on peut s'en servir comme d'un levier pour faire basculer des opinions publiques, parfois dans le monde entier. Oui, mais vous qui circulez, vous voyez ceux qui font les mêmes images que vous ? Oui. Et vous doutez qu'ils manipulent ? Ah non, mais attention, moi je travaille surtout avec des journalistes occidentaux déjà. Oui. Alors après, oui. D'où vient cette manipulation ? C'est pas forcément le journaliste, le photographe ou le vidéaste, donc, a besoin de faire un cadre. Souvent, les photos faites à l'arraché, les images faites à l'arraché ne sont pas retransmises ou sont difficiles à publier. Donc ils doivent aussi bâtir un petit cadre, une petite composition, si vous voulez. Il est incontestable que le petit Aylan était mort. Il n'est pas impossible, moi j'y étais pas donc j'en sais rien, mais que les caméramans se soient dit la langue il n'est pas super et qu'au prix
d'un effort sur eux-mêmes, ils aient fait quelque chose d'un peu dégoûtant, qui soit de manipuler le corps, de le bouger pour avoir le meilleur angle de vue et la meilleure image possible. C'est malheureusement quelque chose qui peut se faire, ouais, et qui se fait et que j'ai vu faire, pas dans cette circonstance. Et les photos n'ont pas donné lieu à une telle avalanche médiatique ensuite, mais des photos un peu arrangées. En fait, j'allais dire, on n'en parle même pas dans le métier tellement c'est normal, quoi. À ce point. Bah oui. Oui. Mais quelle est la limite entre l'arrangement et la manipulation ? Entre la mise en valeur... La contrefaçon. C'est-à-dire que si c'est juste... c'est déjà énorme de dire ça, mais les auditeurs de Radio Notre-Dame peuvent peut-être comprendre, mais le photographe ou le vidéaste doit absolument vendre son sujet et faire son sujet, sinon il n'y a pas de sujet quoi, aux 20h du soir. Hein. Donc si sa vidéo est pourrie, c'est pas possible. Donc ils ne font pas que manipuler les cadavres, hein, mais ils vont prendre quelqu'un, ils vont lui dire écoute machin, t'as bien compris ce que tu dois dire, tu dis ça, hein, et tu pleures à ce moment-là. Enfin bon bref, on recrée une forme de vérité. C'est pas forcément du mensonge, mais on doit retranscrire l'idée de la réalité. Et la réalité, c'est pas toujours aussi bouleversant que ce qu'on veut bien croire. La guerre, par exemple, quand on fait du reporte-guerre, c'est 98% d'attente. On s'emmerde dans des hôtels ou dans des habitations tout le temps. Et puis, il se passe d'un seul coup, boum, une fulgurance, et pan, on a son sujet. Je suis désolé de le dire de manière un peu brutale, mais c'est ça la vérité. Hein. Et donc, le mec qui fait des photos ou des vidéos, il doit arranger la réalité, parce que lui, il peut pas faire comme moi. Moi, j'écris. Lui, il doit montrer, c'est différent. Pour capter le moment d'intensité. Pour capter le moment, voilà, c'est ça. Donc, des fois, il l'arrange un tout petit peu. Alors, des fois, après, on franchit la frontière qui revient à manipuler l'image et qui revient à falsifier l'image. Et c'est là où il y a franchement de l'abus, quoi, si je puis dire. Pierre-Alexandre Bouclet, Alep, donc vous y allez bientôt. Oui. Est-ce qu'il y aura encore une pierre debout, telle que justement... Oui. Non mais si on s'en tient aux images que l'on voit. Oui. Alors là, il y a un drame en fait, c'est ce que je disais pendant le portrait que votre collaboratrice a fait de moi hier, c'est que on ne montre que des images comme ça de villes absolument ravagées, etc. On n'a pas du tout parlé d'Alep Ouest, qui a pourtant pris des bombes aussi et qui en prenait encore jusqu'à récemment, pendant 5 ans. Pendant 5 ans, les quartiers chrétiens d'Alep à l'ouest donc, ont été victimes de bombardements d'Alep Est, dont tout le monde se fichait. On n'a pas vu que Anne Hidalgo, qui était sans doute trop occupée à fermer les voies sur berge, se soit mise à éteindre la tour Eiffel pour les victimes d'Alep Ouest. Elle s'en fichait. Alors là, il faut lui demander pourquoi. Mais et à Alep Ouest, donc il reste des bâtiments quand même. Et à Alep Est aussi, d'ailleurs, il reste des bâtiments. Moi, je n'y suis pas encore allé, donc je ne peux pas juger de manière absolument parfaite, mais je reçois beaucoup de documentation, de vidéos, de photos de gens qui me montrent des bâtiments. Alors, leur but n'est pas de me montrer des bâtiments intacts, mais dans ce qu'ils me montrent, je vois encore pas mal de bâtiments intacts, et on est passé à Alep Est. Donc tout n'est pas absolument détruit, non, il y a de la destruction, ça c'est sûr, mais tout n'est pas complètement par terre. Et qu'est-ce que vous allez retranscrire comme idée en fait ? L'idée c'est de dire, est-ce qu'on part déjà avec une idée ? Si on va à Alep pour valeur actuelle, est-ce que l'idée c'est de dire, on nous a menti sur Alep ? Moi c'est de savoir... Est-ce que c'est pas un peu biaisé déjà ? Alors, de toute façon, le journaliste objectif n'existe pas. Ça, il faut vraiment que les auditeurs de Radio Notre-Dame s'en persuadent. Il existe des journalistes honnêtes et des malhonnêtes. Moi, j'essaye d'être honnête à mon humble niveau, en essayant d'y parvenir. Par contre, je ne suis pas objectif du tout. C'est déjà une forme d'honnêteté de l'admettre. Mais je pars avec l'idée qu'on nous raconte des choses sur Alep qui ne me satisfont pas, qui me semblent fausses. J'ai maintenant la preuve, hein, si vous voulez, que c'est faux. L'histoire d'Aya, l'histoire du clip tiré de la chanteuse libanaise, les casques blancs qui se baladent en fait avec des armes et qu'on retrouve auprès de soldats syriens morts avec leurs flingues, c'est quand même pas super humanitaire. Mais c'est qui les casques blancs là ? On ne sait pas. Pour l'instant, moi, je n'ai pas énormément d'informations là-dessus. Ouais. Mais je vais me renseigner sur ça. Et puis surtout, j'ai envie de faire un sujet positif sur Alep en allant à la rencontre de ceux dont on ne parle pas. Catherine Cooper est photographe, c'est ce qu'on appelle dans le jargon du photographe le hors-champ. On a fait plein champ sur Alep Est. On a montré Alep Est sous toutes les coutures souhaitées par le régime médiatique qui, lui, souhaite évidemment en fait travailler au renversement de Bachar el-Assad. Bon, enfin, ça fait la queue de comète
des médias depuis 5 ans. Maintenant, on arrive à la fin donc, de cette entreprise. Mais on a fait plein champ sur Alep Est. Moi, ce qui m'intéresse, c'est Alep Ouest. C'est-à-dire que je suis journaliste aussi, je dois vendre mes sujets. Et pour vendre mon sujet, je dois proposer à mes rédacteurs en chef quelque chose d'intéressant. Quelque chose d'intéressant, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore vu. Et ce qu'on n'a pas encore vu, c'est Alep Ouest. Donc c'est là où je vais aller. Et je vais essayer, par atavisme, on va dire, par intérêt privé particulier, Alep Ouest, ce sont les chrétiens. Et les chrétiens, donc, qui ont pris des bombes. Moi, j'ai des photos, là, de gens qui sont morts, de cadavres qui sont des chrétiens d'Alep Ouest, dont tout le monde se fiche, et moi, je m'en fiche pas. Alors, je vais aller voir ce qui se passe chez eux. Et je vais essayer de retranscrire à mon petit niveau ce qu'ils endurent. Et ce qu'ils ont enduré pendant 5 ans. Et ce après, dont tout le monde se fiche. peut-être Mossoul, enfin, ça, on verra. On verra, Parce que ça paraît être l'étape suivante. Oui, Mossoul, et puis peut-être un jour Raqqa. Voilà, ça sera... Merci beaucoup Pierre-Alexandre Bouclet, journaliste, grand reporter, Valeurs Actuelles, et puis surtout ce carnet de voyage avec Catherine Cooper, photographe franco-sud-africaine, et Pierre-Alexandre Bouclet, donc journaliste, grand reporter à Valeurs Actuelles. Ça s'appelle Peuple persécuté d'Orient aux éditions du Rocher. Carnet de voyage de Palmyre qui vient d'être prise par le I, mais bon, on aura la suite aussi de l'épisode, peut-être que ça va retomber dans l'autre camp, de Palmyre au Champ des Merles. À bientôt, bonne journée. Retrouvez le podcast de cette émission sur le www.radionotre-dame.com. Et la suite, ce